L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Le jour est levé depuis déjà près d'une heure. Le tarmac d'Albourne, dans le Wiltshire anglais, est en pleine effervescence. Avions et véhicules se succèdent, emplissent l'air matinal de l'odeur caractéristique du carburant. Ce matin, c'est l'ambiance des grandes préparations qui se pointe dans tous les esprits. La petite bourgade paisible est depuis déjà de longs mois le théâtre d'incroyables mouvements. Et pour cause. Ici, comme presque partout dans le monde, c'est la guerre. Richard Winters est un officier de la Easy Company, la deuxième du 2e bataillon du 506e régiment aéroporté US. Le jeune homme au regard perçant déjà est un leader de légende. Pourtant, le briefing de ce matin face à ces hommes s'annonce particulier, et douloureux aussi. Alors qu'ils prenaient un repos bien mérité en Angleterre à la suite de leur action en Normandie, les gars de la Easy doivent repartir, plutôt que prévu, au combat. Le tout dans une opération qui fera date et qui s'apprête à marquer le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes le 14 septembre 1944. Il est un peu plus de 6h45 du matin et c'est l'heure H de mon histoire. Lorsqu'il pénètre sous la tente en bord de piste qui abrite cartes et soldats, Winters fait face à une assemblée au visage fermé. Oh, ils savent déjà tous qu'on va les renvoyer sur le front. Répartis dans la salle par groupe, les nouveaux venus ont les yeux grands ouverts, la gorge serrée. Partout ailleurs se tiennent les vétérans du D-Day qui, eux, savent où ils ont les pieds. Winters les salue, l'air grave. Il retourne d'emblée une carte posée sur un pupitre qui indique le nom de l'opération à venir. Market Garden. L'opération à laquelle nous allons participer se déroule en Hollande. Cette mission impliquera encore plus de divisions aéroportées qu'en Normandie. Les visages dans l'assistance se crispent. La Hollande ? Elle est occupée par les nazis depuis des années. Winters, tout comme eux, peine à dissimuler son appréhension. L'objectif allié est de prendre cette route qui relie Eindhoven à Arnhem. Ça va permettre à 2 divisions britanniques au sol de monter jusque-là. Notre mission à nous, libérer la ville d'Eindhoven et prendre le contrôle de ses ponts. Les seuls qui montrent un semblant de réaction dans l'assistance sont les recrues. Elles regardent leurs pompes. Certains vétérans, eux, acquiescent mollement, le plus souvent avec une cigarette au coin des lèvres. Mais le sentiment qui prédomine dans le fond est une gravité teintée de résignation. Il n'en sera donc jamais terminé de cette guerre. C'est Lewis Nixon, le meilleur ami de Winters, lui aussi officier, qui comprend ce qui anime la troupe. Alors il prend la parole, il tente de les rassurer. L'avancée alliée en Europe a été gelée pour nous donner les moyens de réussir cette opération. Les hommes l'écoutent religieusement. Ils ont besoin d'une lueur d'espoir. Nixon va se charger de leur donner. Si la manœuvre fonctionne, ce sera peut-être la fin de la guerre. Et qui sait, on pourra peut-être rentrer et passer Noël au pays. Noël. Le mot résonne dans les cœurs comme une formidable espérance. Les plus anciens de ces gars se connaissent depuis plus de 2 ans, partagent un quotidien un peu plus difficile. Ils sont déjà de véritables frères d'armes. Pourtant, la perspective de passer les fêtes de fin d'année dans leur famille
loin des ombres mortifères de la guerre, leur paraît être incroyable. Et puis vous savez, les Allemands n'ont mis que des vieillards et des gosses en Hollande. Ah, on va leur tomber dessus par surprise, vous allez voir. L'Assemblée émet quelques bruissements de contentement. À l'écoute de ce plan d'attaque, les hommes de la Easy, pour la plupart, sont presque tentés de penser que Market Garden sera une simple formalité et la dernière étape décisive vers la paix. L'officier ajoute néanmoins une ultime phrase qui va faire mouvoir les hommes qui lui font face. C'est le plan personnel de Montgomery. Nous serons donc sous commandement anglais. Une bonne partie de l'Assemblée se met à sourire, un poil dépité. Les officiers de commandement anglais, en particulier Montgomery, sont loin de jouir d'une bonne réputation dans les rangs de l'armée US. En cause, certains comportements durant les premières années de la guerre. Certains échecs aussi. Montgomery est un excellent officier, ça ne fait pas de doute. Mais est-il pourtant totalement fiable? Non. Du moins, c'est l'avis de la plupart des soldats américains. Les parachutistes de l'oncle Sam n'ont pas le choix de toute manière. Il leur faut acquiescer et se jeter avec ardeur dans la gueule du loup. 3 jours plus tard, le 17 septembre 1944, des dizaines de milliers de parachutistes alliés sont largués dans le ciel néerlandais. Ils sont porteurs d'un espoir qui a rendu aveugles les pontes du haut commandement. La réussite de Market Garden permettra de tordre le bras à Hitler et de mettre fin très rapidement à la Deuxième Guerre mondiale sur le front européen. Mais, vous le savez, audace et précipitation ne font pas bon ménage. Montgomery, autant que les troupes aéroportées britanniques ou américaines, vont la prendre à leurs dépens. La victoire, elle, n'a pas encore choisi son camp. Nous sommes le soir du 13 septembre 1944, toujours à Holborn, en Angleterre, dans une taverne garnie d'uniformes militaires de l'aéroportée américaine. Sur chaque veste, un aigle cousu sur la manche rappelle le corps d'armée de ces hommes rassemblés pour un moment de détente. L'ambiance est au beau fixe, éclats de rire et pintes de bière fraîche garnissent le lieu. Ces mecs sont ceux de la Easy Company, des vétérans pour la plupart du débarquement du 6 juin. Ceux qui ont libéré la commune de 40 ans en Normandie et qui estiment que le cours de la guerre déjà s'est inversé. Buck Campton joue aux fléchettes. Il est accompagné de ses plus proches camarades comme Bull ou Garner. De l'autre côté de la pièce, assis tranquillement, certains hommes de la compagnie évoquent, après des semaines d'intenses combats, leur plus haut fait d'armes en France. Ramenés sur les lignes arrières, les choses auraient pu mal tourner autour des plages de Normandie. Des approximations de largage, des conditions de terrain difficiles et pourtant, la 101e Airborne avait fait des miracles. La Easy, elle, s'y est déjà fait un nom et ça ne fait que commencer. Alors que la soirée bat son plein et que c'est la déconne et l'espoir de tranquillité qui sont sur toutes les lèvres des gaillards rassemblés, un sous-officier fait une entrée remarquée. Salué de tous, il esquisse un sourire ténu. Carwood Lipton vient d'annoncer à la compagnie qu'il intégrait ses rangs en qualité d'adjudant-chef. Un réconfort pour la troupe qui connaît déjà les talents du sous-officier sur le terrain. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, l'espace d'un instant. Mais Lipton ne vient pas payer sa tournée. Il est porteur d'une nouvelle qui va changer le destin des hommes qui lui font face. Hitler a navré de casser l'ambiance, mais on doit faire les valises. Pour aller où? Oh, certainement pas en permission. Disons-le d'emblée, la situation pour les Alliés début septembre 1944 n'est pas loin d'être idyllique. Le débarquement en Normandie est une réussite. Paris est libre et les Allemands sur le front ouest ne cessent de reculer. Pourtant, Patton et autres Montgomery sont aux aguets.
Entrer tête baissée au cœur du Reich, dans l'espoir d'y faire une percée, est une manœuvre risquée. La ligne Siegfried protège les frontières de l'ennemi et reste un ensemble de fortifications particulièrement craint par les hautes sphères du commandement allié. Et puis, il y a l'impressionnant étirement des groupes d'armées. Le 21e, commandé par Montgomery, est dans une situation ahurissante au tout début du mois de septembre. Capable de progresser de plus ou moins 80 km par jour, le Britannique se trouve avec une partie de sa logistique bloquée en Normandie, à plus de 500 km de sa position. Impossible d'envisager une entrée fracassante au cœur du Reich sans se mettre en danger. L'Anglais est un militaire extrêmement expérimenté, parmi les plus écoutés des forces de commandement alliées. Réputé prudent, c'est lui qui présente aux Américains et à Eisenhower une idée qui permettra de résoudre les problèmes liés à l'étirement du front en France. L'opération Market Garden. Le plan ? Faire progresser à marche rapide des troupes sélectionnées pour entrer dans les territoires occupés par le Reich, à l'ouest de la ligne Siegfried. Cette percée au sol devra s'accompagner du largage de troupes aéroportées. L'ensemble devra alors contourner les fortifications et infiltrer par le nord le Reich lui-même. Eisenhower est bluffé et pense tout de suite que l'action imaginée par son homologue britannique peut fonctionner. Il est tentant alors d'imaginer que la guerre pourrait se terminer avant Noël 1944. C'est d'ailleurs la communication qui est faite auprès des hommes. Derrière ce rideau d'espérance, des voix s'élèvent. Celle d'officiers de renseignement qui s'inquiètent de la présence de troupes allemandes en nombre autour d'Arnhem. Si Montgomery est persuadé de réussir son coup sans difficulté, ou presque, d'autres pensent déjà que l'assaut sera en réalité on ne peut plus difficile. Mais qu'importe, l'espoir de terminer le conflit mondial en quelques mois l'emporte sur la prudence et la mesure. Le succès en Normandie a certainement grisé les esprits. La victoire semble à portée de main. L'acceptation de l'opération, c'est aussi la volonté d'Eisenhower de préserver le plus de vies possible. Ainsi, il faut rapidement faire en sorte de mettre fin au conflit, coûte que coûte. La potentielle vitesse d'exécution de Market Garden, donc, est idéale. Sa réussite signerait le glas des efforts de guerre d'Hitler. Certes, Eisenhower a été informé des risques, mais le chef de guerre se persuade qu'il doit tenter le coup et accepte le dimanche 10 septembre 1944 le plan du British. Les choses ne vont pas traîner. Dans la même journée, le garde britannique prend possession d'un pont stratégique à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, Joe's Bridge. Ce dernier est le point de départ de l'opération à venir. Une semaine plus tard, le ciel néerlandais se garnit de parachutes au tout début d'après-midi, le 17 septembre. La réussite du plan dépend de la prise de nombreux ponts qui, situés sur le parcours des troupes, doivent être sécurisés au plus vite. Ce sont les divisions aéroportées, notamment la 101e Airborne, dont fait partie la Easy Company, qui sont chargées de ce pan de la mission. 5 ponts sont déterminants. Ils doivent absolument être sous contrôle allié le plus rapidement possible. Larguée autour d'Eindhoven, la 101e doit mettre la main sur 2 des 5 ponts. La 82e, autour de Nimègue, doit aussi en prendre 2. Le dernier, près d'Arnhem, est l'objectif de la première British Airborne. 5 ponts
pour le destin de la guerre. 5 ponts, plus encore, pour l'histoire. Oui, mais voilà, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. C'est surtout du côté des Britanniques que les errements vont se multiplier. Premièrement, le manque d'avions disponibles oblige les troupes aéroportées de Sa Majesté le Roi d'Angleterre à être larguées en 3 phases, le tout sur 3 jours. Or, la première des vertus des parachutages, c'est l'effet de surprise associé. Mission impossible, vous l'avez compris dans le cas présent. Les Allemands ont largement le temps de se préparer en conséquence face à ces troupes débarquées avec chaque fois une journée d'intervalle. L'autre écueil provient des conditions de terrain et climatiques. Larguer les gaz sur 3 jours, c'est évidemment prendre le risque d'être la victime des aléas climatiques. La situation n'est pas plus reluisante au sujet des zones de parachutage possibles. Pour garantir le succès, un largage de troupes doit pouvoir se faire sur une zone sèche, dégagée et dépourvue d'obstacles. Une grande prairie fait par exemple très bien l'affaire. Mais les possibilités pour trouver un tel terrain à Arnhem sont inexistantes, ou presque. Un seul spot, à près de 13 km du pont à prendre, est choisi. Mais cela entraîne un problème majeur. Les hommes devront parcourir une distance considérable à pied avant d'atteindre leur objectif. Là encore, on a connu meilleur effet de surprise, vous en conviendrez. Heureusement, une ligne forestière située à l'ouest d'Arnhem offre à la division une protection naturelle. La situation, si elle est loin d'être idéale, n'est pas désespérée. C'est d'autant plus le cas qu'au moment du largage, les parachutistes ont l'impression d'être à l'entraînement, tant la zone manque d'ennemis. Les parachutages ont lieu à l'arrière des zones de combat allemandes. À 14h, le 17 septembre, et en parallèle des largages, la zone autour du Joes Bridge s'agite. Le but ? Faire tonner l'artillerie et ainsi ouvrir la route permettant d'accéder à Arnhem pour les troupes au sol. L'opération, cette fois, est bel et bien lancée. Quoi qu'il en soit, les 3 lignes de front sont au cœur de situations bien différentes. La Easy Company et la 101e atteignent facilement leur premier objectif. Mais à Nimègue, la 82e se retrouve bientôt bloquée sur la Wall, à l'entrée de la ville. Quant aux Britanniques, et comme nous l'avons vu, le contingent ne sera complet qu'après plusieurs jours. La réussite de l'opération dépend de sa vitesse d'exécution. Dans le cas contraire, c'est tout l'échafaudage qui risque de s'effondrer. La fin de la guerre pour Noël. Avant cela, Montgomery va devoir se mettre à la recherche d'une divinité capricieuse, la victoire. Première lueur du 19 septembre 1944. La veille, la journée fut rude pour la Easy Company. Les ponts de Son, détruits par les Allemands, et l'entité de Best, qui est tombée en fin de journée, ont été des épreuves terribles pour la 101e aéroportée. Les hommes, éberlués, commencent à comprendre que le haut commandement de l'opération s'est lourdement trompé. Les hommes qui sont là et qui ne cessent d'arriver sont loin d'être des gosses et des petits vieux. Pire, les soldats d'infanterie allemands qui leur font face se jettent dans la bataille avec la force du désespoir. Richard Winters, premier lieutenant, est à peine sorti de sa nuit qu'il est déjà sous le feu ennemi. Autour de Best, la zone devient bientôt totalement infréquentable. Les paras font face à des tirs ennemis nombreux et nourris. Voilà que des parachutistes du Reich les attaquent en nombre. Plus le choix. Il va falloir battre en retraite.
La contre-attaque ennemie est impossible à juguler, trop bien organisée, trop importante en intensité. Les unités de la 101e concernée donc reculent au pas de course. Il faudra attendre les chars britanniques en fin de journée pour reprendre les positions durement gagnées la veille. Winters, lui, est inquiet. Ce tombereau de violence auquel il fait face ne lui semble pas normal. Ces hommes interloqués partagent certainement ce sentiment. Alors, l'officier s'enquiert de la situation sur d'autres parties du front, tente de joindre désespérément l'autre division aéroportée se trouvant sur le terrain. Les radios, qui ne fonctionnent guère depuis le parachutage, parviennent enfin à se mettre sur la même longueur d'onde. Mais le message que Winters reçoit n'est en rien une bonne nouvelle. Bien au contraire. Plus au nord, la 82e, à Nimègue, est en train de souffrir. Des renforts allemands bien particuliers sont parvenus sur zone. « Nous sommes sous le feu ennemi, lieutenant. C'est l'enfer ici. On fait face à une division blindée SS. » Winters est si stupéfait qu'il fait répéter l'opérateur. Le lieutenant de la Easy explose de colère. « Comment ça, des Waffen-SS ? Mais on nous a parlé de gamins !» Hélas, les renseignements qu'il a reçus cette fois ne sont pas erronés. 2 divisions SS, réputées pour être redoutables, sont lancées contre les Alliés. Et elles vont faire, à n'en pas douter, beaucoup de dégâts. Dès le 17 septembre, en fin de journée, les Allemands comprennent que la ville d'Arnhem est l'objectif des Alliés de l'opération. Comment ? Ils trouvent, après avoir abattu un planeur, certains des ordres de mission de l'opération Market Garden. Ainsi, ils adoptent très rapidement différents types de positions défensives tout autour de la ville. En connaissant les mouvements ennemis à venir, les défenses nazies boivent du petit lait. Elles peuvent anticiper coup après coup. Et les Britanniques à Arnhem, plus encore que sur le reste du front des opérations, vont déchanter. En amont de la ville et de son pont, dont la prise est tant recherchée, les premiers bataillons britanniques vont en effet être confrontés aux défenses allemandes, qui ont eu le temps de se préparer comme elles le voulaient. Voilà déjà plusieurs jours que les premiers parachutistes ont touché le sol néerlandais. Dans le petit village de Wolfez, c'est la stupéfaction pour les Anglais. Des panzers en nombre, des fantassins équipés et en forme leur font face. L'affrontement qui suit est âpre et violent. Le premier bataillon est arrêté alors que l'objectif était d'atteindre le pont d'Arnhem avant la fin de la journée. Tout tombe à l'eau. Le 3e bataillon, engagé au sud, est lui aussi stoppé par de l'infanterie allemande et se voit dans l'obligation de mettre un terme à sa progression. Le dernier espoir des Britanniques en ce jour décisif est le 2e bataillon qui se faufile avec plus d'efficacité. Mais globalement, acculés dans les rues et ayant perdu tous leurs repères, les parachutistes sont très loin d'atteindre leurs objectifs initiaux. Les hommes, tant bien que mal, espèrent gagner la rivière attenante à la ville. C'est là que se trouve leur objectif, le pont routier. Il est en vue, enfin, alors que le soleil décline. Il est 20h et les Anglais semblent presque tenir le bon bout. Alors que les largages de troupes sont incomplets côté britannique, les hommes engagés ne disposent que des munitions en petit nombre et manquent de tout au niveau logistique. Les contre-attaques allemandes, elles, sont de plus en plus terribles. Ils n'ont plus qu'une solution, se retrancher et attendre les renforts. Mais les 500 hommes, chaque heure passant, voient le nombre de leurs ennemis grossir encore et encore. À l'aube, le lendemain, les nazis jettent toute leur force dans la bataille. Le 2e bataillon tient bon.
3 Mark IV allemands sont détruits grâce à la dextérité et au courage des para-britanniques. Leur armement anti-char léger est capable de miracles, mais pour un temps seulement. Bientôt, ce sont des tigres qui arrivent de l'autre bout du pont, et cette fois, c'est un déchaînement de feu qui s'abat sur les positions des soldats alliés. Alors vite, il faut des renforts, mais pas de miracle. Ils n'arrivent pas. Le 1er bataillon est englué dans le quartier de la gare. Le 3e, lui, se jette à bride abattue près de l'hôpital de la ville, devenu lui aussi une zone de guerre. Non, décidément, rien ne se passe comme prévu. Et la suite du conflit, tout entière, est sur le point de basculer. 19 septembre 1944. Voilà 2 jours que l'opération a commencé aux Pays-Bas et qu'elle s'enlise. La veille, à Woensel, les troupes britanniques et américaines, pour la première fois depuis les largages, sont entrées en contact. Du côté de Nimègue, la situation se décante enfin. La 82e parvient à arracher le pont long de 800 mètres, qui leur posait problème sur la Waal. C'est au nord que se concentrent les pires difficultés. Le contingent britannique n'est pas encore complet. Dès le 2e jour de largage, les défenseurs allemands se sont attaqués aux avions, d'autant que les conditions météo non favorables ont provoqué pour l'acheminement un retard considérable. Les renforts tardent à arriver et, de facto, les troupes au sol sont livrées à elles-mêmes. La perte de nombreux planeurs a entraîné une déficience terrible au niveau de la logistique. Des véhicules qui devaient servir aux Anglais afin de progresser mieux et plus vite sont perdus à tout jamais. Les cartes fournies par l'état-major semblent ne pas correspondre à la réalité du terrain. Pour finir et enfoncer le clou, les radios fournies pour l'opération sont, la plupart du temps, non fonctionnelles. Tout cela provoque un ralentissement dommageable. Néanmoins, le pont d'Arnhem est toujours l'objectif principal de la mission. Sans sa prise, tout le reste tombe à l'eau. Pourtant, et face à cette montagne de déficiences, Montgomery ne s'en fait pas. Bon, après tout, il est persuadé que les Allemands ne disposent que de troupes inexpérimentées aux Pays-Bas. Mais, vous le savez, il se trompe, lourdement. Celui qui commande les troupes nazies dans la zone se nomme Walter Mödel. Il est Feldmarschall, un grade on ne peut plus élevé. Surnommé le pompier d'Hitler, ce militaire expérimenté comprend dès le 1er jour de la campagne l'urgence de la situation. L'un de ses premiers commandements est de faire rappeler à lui les divisions jumelles, des SS particulièrement aguerris au combat. Comme nous venons de le voir, la surprise est totale pour les Alliés lorsqu'ils apprennent la présence de ces ennemis à leur contact. Pourtant, Montgomery savait que des panzers se trouvaient dans la région. Il avait été mis au courant en amont par les services de renseignement néerlandais. Le commandant anglais n'avait pas jugé bon de considérer cela comme une donnée d'importance. Cette erreur stratégique est à l'origine d'une catastrophe qui risque bien de pointer le bout de son nez. Les forces du Reich, c'est le moins que l'on puisse dire, sont loin d'être ridicules. Leur haut commandement lance une division SS en direction d'Arnhem. Une autre prend le chemin de la ville de Nimègue. Elles sont soutenues par 3 bataillons d'infanterie et 2 bataillons SS présents en station dans la région. Pour les Alliés, ça va sérieusement commencer à chauffer. Au 3e jour de l'opération, le 2e bataillon britannique tient toujours bon, seul, à l'extrémité nord du pont d'Arnhem. Chaque heure qui passe rend sa défense toujours plus désespérée. Les 2 autres bataillons tentent de le rejoindre, mais sont repoussés par les forces ennemies, toujours plus fortes en nombre. Les retards de largage continuent d'handicaper l'avancée potentielle des troupes. La brigade polonaise, intégrée aux parachutistes britanniques et attendue le 19 septembre au sol, n'est toujours pas là, 2 jours plus tard.
partout. Les doutes commencent à poindre. Dans la région d'Eindhoven, la 101e est contrainte d'opérer un mouvement de retraite dans la matinée. Le soir, l'aviation allemande pilonnera la ville sans ménagement. Les journées du 20 et 21 septembre, 4e et 5e jour de l'opération seront décisives. Mais les renforts arriveront-ils à temps pour Arnhem? Les Britanniques pourront-ils tenir le côté nord du pont routier? Et enfin, quid des forces américaines à Nimègue et plus au sud? À ce stade, tout semble encore possible, mais le temps presse. Et cette fois, ils jouent contre les ennemis du Reich. Nous retrouvons les hommes de la Easy Company au 3e jour de l'opération Market Garden. L'avancée des Alliés, déjà, est difficile. De plus en plus, même. Les opérateurs qui peuvent transmettre des messages du côté d'Arnhem sont alarmants. Or, pas de réussite sans la prise du pont qui s'y trouve. Pour la Easy et la 101e, les objectifs sont sur le point d'être atteints et pourtant l'ambiance est morose. La résistance est bien plus acharnée qu'on a bien voulu le faire croire lors des briefings. Des vieillards et des gosses face à eux aux Pays-Bas? Non mais vraiment? Qui viennent voir Montgomery s'il veut, grogne en son fort intérieur Bull Randleman. Dans la compagnie, il est l'une des valeurs sûres. Un de ces gars qui encadrent les jeunes et font preuve d'une prévenance qui sauve des vies. La journée d'aujourd'hui doit permettre d'avancer afin de sécuriser le plus possible les villes situées autour d'Eindhoven. Aux abords de la ville de Nuenen, dans un calme plat qui ne leur dit rien qui vaille, les hommes de la Easy progressent en compagnie des Anglais de la 11e division blindée. Leur char Cromwell avance sans trouver aucune poche de résistance. Mais ça ne va pas durer. Comme chaque fois ou presque depuis le début des hostilités, les Allemands ont préparé des lignes de défense on ne peut plus efficaces. Alors que Nuenen est en approche, la colonne s'arrête et un lieutenant de la compagnie, jumelle à la main, contemple les quelques bâtiments qui lui font face. En un instant, Bull comprend cette erreur qui met l'officier à la merci des snipers ennemis, très nombreux dans la zone. Il est pourtant déjà trop tard. Une balle vicieuse, terrible, vient traverser son cou. Son pronostic vital, alors qu'il se vide de son sang sur la route, est plus qu'engagé. Bull Randleman, dans un nouveau geste de courage, lui sauve la vie en se jetant sous le feu. La Easy, elle, va faire face à une résistance extrêmement nourrie une bonne partie de la journée. 4 soldats américains et 3 Britanniques perdront la vie. Les British perdront également 2 chars dans l'affrontement. Non, décidément, les choses se corsent sérieusement. C'est d'autant plus le cas au nord, à Arnhem. Bloqués à l'extrémité nord du pont, les parachutistes anglais sont au bout de leur effort. Bientôt, ils n'auront plus de munitions. C'est toute l'opération, s'ils échouent, qui volera en éclats. La situation est compliquée sur tous les fronts. La progression des Alliés s'enlise partout. Eindhoven tremble, mais Nimègue aussi. La 82e mobilisée de ce côté va se battre toute la journée, emportant enfin, à 19h10, le pont, source de tant de difficultés. Il aura fallu pour cela le sacrifice de nombreux hommes et des journées âpres, difficiles. Les Allemands avaient prévu de faire sauter l'édifice en se retirant, mais un acte héroïque d'un jeune résistant néerlandais empêcha la manœuvre. Quoi qu'il en soit, au soir du 20 septembre,
La situation est plus ou moins sécurisée sur 2 zones du front et les objectifs initiaux dévolus aux Américains sont atteints. On ne peut pas dire la même chose concernant les para-britanniques. À Arnhem, la situation n'a de cesse de se compliquer. Pour le 2e bataillon, les renforts n'arrivent pas. Les blindés allemands, eux, gagnent du terrain, peuvent se permettre des tirs touchant au but les bâtiments dans lesquels les soldats sont retranchés. Sans support logistique, les munitions de ces derniers viennent à diminuer. Une trêve est même organisée en cours de journée afin d'évacuer les blessés. Ceux qui restent n'ont même plus assez d'eau ou de vivres. Alors que la nuit tombe, les Allemands accélèrent et s'emparent du reste du pont, après une réduction drastique des poches de résistance. Les Anglais, à qui on demande de se rendre, ne cessent de se battre comme de beaux diables. Au petit matin, la situation devient désespérée. Toujours pas de renfort. Tout est fini. Un dernier message à la radio tombe comme un coup près de la part des paras. Plus de munitions. God save the King. Fin de partie. L'issue héroïque sur le pont d'Arnhem était devenue depuis la veille, 20 septembre, tout à fait inévitable. Il n'empêche, le 2e bataillon aura tenu de manière admirable. L'opération Market Garden, elle, est stoppée face à l'échec d'Arnhem. Elle ne pouvait pas réussir sans la prise de ce fameux pont. La défaite est cuisante. Les responsabilités parfois difficiles à poser. Longtemps, les conclusions officielles ont parlé d'une occasion manquée plus que d'un échec évitable. La vérité est pourtant tout autre. Market Garden est avant tout le fruit d'une impréparation qui interroge au plus haut niveau. Planification et exécution ont été remplies d'erreurs évitables. Si l'on ajoute à cela les conditions climatiques et la présence de la Waffen-SS, le cocktail est détonnant. La météo a empêché ou retardé de nombreux largages. Les Polonais arrivant avec des jours de retard subiront de lourdes pertes. Le courageux Montgomery tentera de faire porter le chapeau de l'échec de l'opération à leur chef, le général Sosabowski. Il sera démis de ses fonctions, mais nous nous y trompons pas. L'officier de la brigade de parachutistes polonais ne pouvait pas faire grand-chose face aux erreurs monumentales de préparation. Et ces dernières sont à mettre au crédit de Montgomery. Oui. L'échec de l'opération, engageant le plus de troupes aéroportées de l'histoire, plus ou moins 35 000 hommes, est notable. Les erreurs qui se répètent en cascade tout au long du processus ne pouvaient que condamner l'offensive des troupes menées par Montgomery. Parlons-en d'ailleurs de l'anglais. Jugé face à l'histoire comme le principal responsable de la faillite de Market Garden. Mal renseigné, il n'a pas jugé bon de considérer par exemple que se trouvaient dans la région les 9e et 10e divisions SS Panzergrenadiers. Les divisions jumelles, comme on les appelait dans les rangs de l'armée du Troisième Reich. Elles étaient redoutables et ont certainement précipité la défaite alliée sur le sol néerlandais. L'Anglais et Eisenhower, qui rêvaient d'une fin de la guerre pour Noël 44, ont pu ranger leur volonté au placard, alors que l'état-major, après la Normandie, pensait devoir faire face à une armée ennemie en déliquescence et près de s'effondrer. Il a pu réaliser aux Pays-Bas qu'il n'en était rien. La résistance fut telle que les Alliés en furent surpris. Ils auront l'occasion de l'éprouver de nouveau, durant la campagne des Ardennes, ou pour les Soviétiques, lors de la bataille de Berlin. Quoi qu'il en soit, les conséquences et les pertes de la campagne de septembre 44 sont nombreuses et dommageables. Au niveau civil déjà,
puisqu'une famine se déclenche l'hiver suivant, aux Pays-Bas. Un blocus est organisé par les nazis en représailles de l'aide apportée par les Néerlandais aux Alliés. Ses conséquences seront catastrophiques, avec un nombre de morts estimé oscillant entre 20 000 et 80 000 personnes. Militairement, les Alliés ressortent affaiblis par cette séquence. On compte plus de 13 000 tués, blessés et disparus côté britannique et polonais, et un peu moins de 4 000 tués, blessés et disparus côté américain. Market Garden reste, plus de 80 ans après sa réalisation, l'une des plus titanesques opérations de la Deuxième Guerre mondiale. Audacieuse, elle aurait pu permettre de mettre l'Allemagne nazie à genoux. En envahissant les Pays-Bas, les Alliés auraient été en mesure de créer un nouveau front, et mieux, de pénétrer au cœur du Troisième Reich via ses frontières nord. Le manque de préparation et l'aveuglement de certains commandants, Montgomery en premier chef, auront sonné le glas de sa réussite. Ce qui n'empêcha pas à certains des soldats parmi les meilleurs du monde de donner à l'histoire, avec aplomb, une leçon de courage et d'audace. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.